Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une thématique rétro puisque nous allons parler de déplombage de logiciels avec Jean-Philippe Cunier. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour, merci pour l'invitation. Et Pierre Rofast. Bonjour Pierre. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Jean-Philippe, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oh là, bien sûr. Écoute, je présente le Jean-Philippe d'aujourd'hui ou le Jean-Philippe de quand j'avais 15 ans, le Jean-Philippe qui piratait sur Apple II. Alors, on va commencer par le Jean-Philippe d'aujourd'hui. Oh là, le Jean-Philippe d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est assez simple. J'aide les dirigeants d'entreprise à comprendre, à mieux appréhender les technologies disruptives comme l'intelligence artificielle, la blockchain, la data, pour les aider à établir une stratégie d'entreprise bien outillée. Voilà, ça c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce que je faisais quand j'avais 15 ans. À l'époque d'Indiana Jones, de Gérard Majax, de Jean-Claude Bourret, de Stan Lee, l'inventeur de Spider-Man. Voilà, à l'époque, j'avais un pseudo aussi. C'était pas Spider-Man, c'était Godfather, sur ordinateur Apple, principalement sur des petits calculatrices Casio d'abord, et ensuite sur ordinateur Apple. Je pratiquais ce qu'on appelle, et je crois que le mot n'existe plus, le déplombage, le piratage de logiciels. Pierre, nous avons déjà réalisé plusieurs épisodes ensemble, dont un récemment sur ton livre, Habemus Piratam. Mais est-ce que tu voudrais bien te présenter pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi ces épisodes ? Oui, alors je m'occupe aujourd'hui du CERT Michelin, mais en fait je suis là parce que, en tant qu'écrivain plutôt, puisqu'on a effectivement discuté d'Habemus Piratam il y a quelque temps de cela ici même. Et dans ce roman, le narrateur raconte son enfance, qui est pratiquement autobiographique, d'un gamin au collège qui s'amusait à pirater et à récupérer des logiciels déplombés donc sur Apple II. Et dans ce roman, je mentionne plusieurs figures de l'époque, plusieurs grands noms du déplombage, dont The Godfather, incarné aujourd'hui par Jean-Philippe lui-même. Et à la sortie de ce livre, j'ai voulu retrouver ces gens-là, les gens de mon enfance, et j'ai cherché sur Facebook, j'ai semé des petits cailloux, et Jean-Philippe m'a recontacté un jour en me disant finalement Godfather c'est moi. Donc on s'est retrouvés à Paris, on a bu une bière et on a évoqué ensemble le second temps, et j'ai pensé que c'était une bonne idée de faire une émission sur ça. Oui. Merci Pierre. Et vous savez pourquoi c'était justement mon pseudo était Godfather et pas The Godfather ? C'est parce que dans tu voulais respecter les droits d'auteur du film. Non, c'est parce que dans cette mégalomanie de l'époque, Apple II, le mot Apple II qui s'affichait en haut de l'écran quand on bootait la machine, ne faisait que le nombre de lettres permettant d'être remplacé par Godfather. Donc quand j'allumais ma machine, on avait reprogrammé les proms et ça bootait sur Godfather. Je pouvais pas mettre The Godfather. T'aurais pu mettre The God. Mégalo jusqu'au bout. Mais c'était l'ambiance de l'époque, c'était sympa. On avait 15 ans. Alors justement, comment tout a commencé ? Oh là, écoute, ça a commencé quand ma grand-mère a offert à mon frère, pour Noël, un petit ordinateur de poche Casio FX702P, une calculatrice programmable. Mon frère a 3 ans de plus que moi, il étudiait l'informatique, et on a toujours été un petit peu en compétition, tu sais, à vouloir, si mon frère en a une, j'aimerais avoir la même chose. Donc j'ai demandé, j'avais 3 ans de moins, j'avais 15 ans, mais j'ai demandé à avoir aussi une calculatrice programmable, et assez rapidement, sur Casio FX702P, j'ai appris le basique. J'ai développé des logiciels, ils ont été publiés dans Hebdo Logiciel. Ça vous rappelle, on disait comment, Hebdogiciel ou Hebdo-logiciel ? C'était Hebdogiciel. Hebdogiciel. Et donc je recevais des chèques pour des programmes qui paraissaient dans Hebdogiciel. Ça m'a bien plu. Et ensuite, mon frère continuant, je remercie Christophe, mon frère, qui avait comme pseudo à l'époque Christo avec un K, pour pirater également sur Apple. Et donc
On a très vite obtenu de nos parents d'avoir un ordinateur Apple II. Ça valait plus de 10 000 francs à l'époque. C'était un très gros effort. Et je me suis mis à pirater à l'époque là-dessus. Ça m'intéressait plus de comprendre comment c'était fait à l'intérieur que d'utiliser l'objet en lui-même. Alors, qu'est-ce que tu entends par pirater à cette époque, justement? Donc oui, alors on parle des années 1982-85, hein, et pirater, à l'époque on disait déplomber, ça consistait simplement à essayer de détecter quel était le meilleur moyen de faire une copie d'un logiciel original. On achetait dans le commerce des logiciels qui pouvaient valoir très cher, on s'était déjà payé des machines qui valaient cher, on considérait, beaucoup de gens dans la communauté Apple considéraient que les ordinateurs coûtaient déjà tellement cher que les logiciels devaient être gratuits, et donc pirater, c'était rendre copiable une disquette informatique. Oui, parce que ce qu'il faut rappeler sur les mécanismes de protection de l'époque, c'est qu'il y en avait tout plein. Il y avait les disquettes qui étaient physiquement difficiles à copier, électroniquement, on va dire. Il y avait les jeux qui te demandaient d'aller chercher le mot page 38, ligne 27. Il y avait ceux qui venaient avec un dongle. Alors, je ne sais pas si ça existait sur Apple II, ça, mais il y en a qui venaient avec un token matériel. Il n'y a pas eu de dongle sur Apple. Non. Il n'y a pas eu de dongle. Mais effectivement, ce qui est marrant, c'est que ces années-là, moi j'ai vu la technicité des protections informatiques augmenter avec le temps. Entre 81 et 85-86, il y a eu des grandes révolutions dans les techniques de protection. Et ce qui est amusant, c'est de voir que les éditeurs de logiciels, je pense à Electronic Arts par exemple, qui sont toujours en vie maintenant, sont des éditeurs de logiciels qui ont été pionniers non pas seulement dans les jeux, mais dans les protections informatiques. Les meilleures protections informatiques arrivaient chez des éditeurs comme Electronic Arts. Ceux qui se protégeaient le moins étaient piratés beaucoup plus rapidement. L'importance de se protéger était indéniable. Je veux dire, Steve Jobs, à l'époque, considérait, alors par oui-dire, hein, il n'y a pas de vidéo enregistrée de Steve Jobs disant ça, mais il considérait que le piratage des logiciels faisait vendre des machines. Donc les pirates sont bons pour la santé financière d'Apple, même si c'est au détriment des éditeurs de logiciels. Donc il y avait ce qu'on appelait l'APP à l'époque. C'était l'Agence pour la protection des programmes, qui était gérée par un certain Alain Dutil, je crois. Voilà. Et c'était une association d'un regroupement qui était né d'un regroupement d'éditeurs de logiciels, dont Microsoft et IBM et d'autres à l'époque, qui tout système confondu faisait du lobbying pour que, soi-disant, faisait la chasse au programme. C'était les Ghostbusters des pirates informatiques. Et en fait, ils n'attrapaient pas forcément grand monde, mais ils essayaient d'agiter le chiffon rouge de la loi sur une bande de petits jeunes qui étaient très motivés pour avoir des logiciels gratuits. Mais il n'y a pas eu vraiment de... voilà, il n'y a pas eu... C'était l'époque de Kevin Mitnick dans les piratages sur les réseaux télécoms et autres. Mais Mitnick a fait de la prison, mais nous, on ne se sentait pas vraiment menacés. On prenait des précautions. Je connaissais très peu de monde autour de moi, je faisais attention à qui me fournissait des logiciels, je communiquais uniquement sur Minitel. Quand j'ai fait des interviews sur Radio France ou sur des radios pirates, d'ailleurs c'est marrant de faire le lien, comme RFM. Des radios libres. Ouais, les radios libres, c'était souvent avec une voix modifiée, c'était souvent à distance. J'ai fait un débat contre l'APP, l'Agence pour la protection des programmes, sur Radio France. Monsieur Dutil était dans les locaux de Radio France, et moi j'étais à distance ou inversement, avec une voix brouillée. Donc tout ça pour ne pas laisser de traces. Mais on avait 15 ans, quoi. C'était joyeux. Le business model de ces éditeurs à l'époque, ça devait pas être évident, parce que quand tu voyais le prix des logiciels, le nombre d'utilisateurs, le nombre de gens qui avaient des Apple II, il n'y en avait pas non plus des millions comme aujourd'hui, hein. Comment les gars ils rentraient dans leurs frais, sachant que moi, en tant qu'utilisateur, j'ai jamais vu quelqu'un avec une disquette originale. C'était rarissime. Est-ce qu'on gagne de l'argent aujourd'hui en publiant un livre ? Est-ce qu'on gagne de l'argent aujourd'hui ? C'est taquin ce que je dis, mais c'est vrai. Est-ce qu'on gagne de l'argent en publiant un logiciel à l'époque ? On ne parlait pas de logiciel qui était conçu par 300 développeurs dans 12 pays dans le monde.
on parlait parfois, souvent, de logiciels d'aventure qui étaient, voilà, vous êtes en face de deux portes, voulez-vous entrer dans la porte à droite ou la porte à gauche, tapez A ou tapez B. Donc, on parlait de logiciels qui parfois étaient en basique et qui étaient conçus par deux bonhommes, un qui savait dessiner et l'autre qui savait programmer en basique. Donc, c'était pas toujours... Oui, c'était souvent un seul bonhomme. Hein. Oui, c'était souvent un seul bonhomme. Ouais. Alors, tu dis que nous sommes loin de GTA 5 et des mais oui, loin de GTA 5 et des 6 milliards de dollars de revenus, quoi. Je rappelle que l'Apple II, il était sur un 6502. Hein. C'est quand même des processeurs qui sont à des années-lumière de ce qu'on a connu plus tard. Oui, mais il y a deux choses. Il y a l'aspect puissance de la machine et il y a l'aspect ludique du jeu. On peut faire un jeu très marrant avec un bout de plastique, ça s'appelle un frisbee, et on peut jouer pendant des heures. Donc on arrivait à... Enfin, moi je me rappelle, quand j'avais 12 ans, avec un ordinateur de poche Casio FX702P, donc une calculatrice programmable qui avait qu'une seule ligne de texte, hein, une seule ligne, de 27 caractères, on arrivait à faire un Pac-Man avec le signe supérieur-inférieur qui mangeait des petits fantômes qui étaient des étoiles. Et franchement, j'ai joué, mais pendant des heures, mais des heures et des heures et des heures, à Frogger ou Pac-Man sur une ligne de texte, sur une calculette. Et c'était génial. Et c'était ça qui était marrant. C'était d'arriver à... Voilà, c'était... On pouvait programmer seul, on pouvait pirater seul. Alors, tu as mentionné un élément important. Tu disais... Enfin, on a parlé de rentabilité et tu as dit gratuité. Moi, j'ai quand même l'impression que les gens, à l'époque, ne faisaient pas ça pour l'argent. Je veux dire, il y avait l'aspect challenge technique qui était beaucoup plus important. Je ne sais pas si toi, tu revendais, par exemple, les pirates informatiques, oui. Ouais. Non, on faisait tous ça pour la gloire. On faisait ça pour le plaisir. On faisait ça parce qu'on était entouré de personnes qui s'organisaient pour nous amener des logiciels le plus tôt possible. Je veux dire, moi, pendant longtemps, au bout d'un moment, j'avais des logiciels qui sortaient dans les magasins à 9h du matin le lundi 1er avril, et à 10h du matin, j'avais la copie dans mon disque en train d'essayer de la pirater. Et je m'enfermais dans ma chambre comme un dingue. Je m'enfermais dans ma chambre. Il s'en est passé des choses dans ma chambre en essayant de pirater. Et puis je rouvrais la porte et j'acceptais de manger que quand j'avais fini de pirater le truc. Mais c'était qui t'apportait les disquettes alors qui te fournissait sitôt En fait, dès que tu étais un peu connu comme pirate, dès que tu avais un certain nombre de personnes dans ta ville ou dans ton entourage qui savaient que tu savais pirater, parce qu'il y avait vraiment très peu de gens qui savaient pirater. Il n'y avait pas de... Enfin, on parlait d'Apple II, quoi. On apprenait sur le tas. Il n'y avait pas de tuto sur comment pirater pour les nuls. Donc, dès que vous aviez des amis qui savaient que vous saviez pirater, ils disaient, le mécanisme est très simple, ils disaient, le jeu vaut 300 multiplan, par exemple, qui était le multiplan VisiCalc, etc., tous ces logiciels qui sont les ancêtres de Excel, par exemple. Multiplan, ça valait à l'époque 300 francs, c'était très cher, mais il y avait un voisin qui m'a dit, je l'achète parce que je sais que j'ai suffisamment confiance en toi pour savoir qu'en achetant un original à 300 €, dans 2 jours, il sera piraté, et je pourrais en faire 30 copies que je ne vendrai pas, mais que je donnerai aux 30 personnes qui auront donné 10 francs pour l'acheter. Et donc, ça n'a pas tellement changé, ça, aujourd'hui. Maintenant, dès qu'on sait que tu es dans la sécurité informatique, on vient te voir pour te demander de pirater le compte Facebook de ta copine. Voilà, il y a même un copain que j'adore, qui s'appelle Fabrice, qui a monté un truc qui s'est carrément appelé le Black Chest. Black Chest, le coffre noir, voilà, c'est par analogie au monde du piratage, qui était en fait le fait de récolter des sous pour faire la liste de tous les logiciels qui sortaient et les acheter de manière industrielle, quoi, les acheter de manière... voilà. Et se débrouiller pour qu'il soit piraté le plus vite possible. Donc, voilà, moi là, je gagnais rien du tout. C'était vraiment cette mégalomanie, ce plaisir de mettre ça... C'est un ensemble d'émotions, c'est avoir des copains, avoir des potes, mais c'était mettre son nom sur le logiciel. Il y avait ce challenge entre les pirates qui voulait que si tu mettais ton nom sur un logiciel un jour plus tôt
que tel autre pirate, tu aurais 3 ans après 25 fois plus de copies diffusées. Il y aurait 25 exemplaires avec ton nom pour un exemplaire avec celui du copain. Mais alors comment on faisait pour déplomber les logiciels? C'était quoi la technique? Souvent on tirait le fil d'Ariane. C'est-à-dire que il y avait des logiciels il y avait des protections qui étaient originales, il y en a d'autres qui l'étaient pas. Tu allais analyser les secteurs de la disquette directement en hexadécimal et tu suivais le boot normal d'une disquette. Tu savais que si ça bootait sur un système... Alors pardon, je suis désolé parce que nous sommes en quelle année aujourd'hui? 2022, mon Dieu, il s'est passé 35 ans. Donc évidemment, je vais dire plein de bêtises dans mes propos. Les termes techniques que je vais utiliser sont les termes d'un grand-père. C'était en 1980. Donc pardon si je dis des choses qui sont des inexactitudes techniques pour aujourd'hui. Mais on avait un secteur de boot, on allait l'analyser en hexadécimal et on voyait s'il était normal ou pas, s'il ressemblait au... Parce qu'un éditeur de logiciel n'écrivait pas le boot de la disquette, il utilisait un système d'exploitation X ou Y, et ça devait démarrer normalement. Et en fait, on allait suivre ça déjà pour voir où commençait le programme, qu'est-ce qui se passait au début du boot. Voilà, et puis on regardait aussi, on faisait une copie du logiciel. Alors premier réflexe, c'était on prenait la disquette, on la met dans son truc et on essaye de la copier. Donc on lance, il y avait un logiciel qui s'appelait le serrurier, en anglais le locksmith, et on essayait de faire une copie. On faisait une copie et souvent on arrivait à faire une copie, mais on la démarrait et elle plantait. Alors elle plantait pas toujours au même endroit. Elle plantait après le générique de début du jeu. Elle plantait quand on arrivait face à un personnage, on mourait tout de suite. Enfin, il y avait différentes conséquences. Donc là, deux choses. Soit on suivait le boot dès le début pour voir comment se déroulaient les différentes séquences de logiciel, soit effectivement, ça c'est quand la disquette n'était pas copiable, on essayait de suivre le boot dès le début, et quand elle était copiable et qu'elle plantait à un endroit précis, on essayait de retrouver cet endroit précis dans le logiciel. Alors, très souvent, sur plein de logiciels, on arrivait à pirater en 10 minutes. Parfois, parce qu'il n'y a pas eu de grande... les gens ont cherché à faire des jeux et des logiciels qui soient intéressants avant de savoir, je veux dire, quelqu'un qui savait programmer un jeu ne savait pas programmer une protection au départ. Donc souvent, il y avait une boucle de programme qui allait vérifier est-ce qu'il y a bien un secteur supplémentaire, est-ce que la disquette a été formatée. C'était souvent des formatages un peu spéciaux, et la disquette, souvent le logiciel avait juste pour fonction d'aller vérifier s'il y avait bien la présence d'une piste altérée à tel endroit. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de VM Protect ou de trucs comme ça. Tu ne pouvais pas acheter ta protection chez un éditeur. Toutes les protections étaient faites à la main par le développeur du jeu, quoi. Oui, mais elles s'échangeaient sous le manteau entre les éditeurs. Je pense que beaucoup d'éditeurs, beaucoup de programmeurs, beaucoup de développeurs de jeux, je parle de jeux, mais c'est idiot, il y avait d'autres logiciels plus sérieux aussi, beaucoup de programmeurs étaient aussi des pirates, à mon sens. Et donc, ils regardaient les piratages qui avaient été faits dans tel et tel autre logiciel, et ils se disaient, c'est cool, je vais refaire la même chose. Voilà. Alors, très souvent, tu remplaçais A9 par 60 et t'avais gagné le truc. Alors, tu trouvais l'endroit où le jeu plantait. C'était une séquence qui commençait par A9, par un certain nombre d'instructions habituelles. Et tu remplaçais ça par 60 en hexadécimal, qui veut dire fin de la... retour à l'envoyeur, quoi. Ne pas suivre cette piste-là, aller à l'envers. Donc, voilà, donc souvent c'était relativement simple. Et puis il y avait le piratage, il y avait un autre terme à l'époque, il y avait le bidouillage. Le bidouillage, c'était, tu cherchais dans Miss Pac-Man, voilà, j'aimais bien jouer à Miss Pac-Man, et tu annulais une séquence où le Pac-Man mourait, ce qui fait qu'il mourait plus, il traversait les fantômes, donc on s'amusait aussi avec ce genre de choses.
Et est-ce qu'il y a des éditeurs de logiciels qui avaient mis en place des protections particulièrement efficaces? Oui, tu as Broderbund, par exemple, Electronic Arts, Broderbund, sur des logiciels comme Karateka, qui ont mis des protections particulièrement. Le logiciel graphique d'Hazeldraw, par exemple. Mais en fait, c'était que des logiciels qui valaient le coup d'être protégés. C'était que des logiciels où il y avait vraiment eu tellement de travail de développement que c'était des vraies équipes qui avaient fait ça, donc ils avaient vraiment investi dans la protection. Mais oui, tu avais des formatages en spirale, tu avais toutes sortes de choses assez intéressantes. Voilà, on faisait du reverse engineering, quoi. On fouillait et on allait modifier des choses. Alors, comme souvent, on arrivait à travailler sur une copie de la disquette. On faisait une copie, elle bootait pas, elle plantait à un endroit donné, il fallait chercher le point faible et le modifier. Comme on bossait sur des copies de disquettes, on avait le droit de se planter plein de fois. On modifiait un truc, on lançait la disquette, ça marchait pas, et puis on voyait que ça plantait un peu trop en avant, un peu trop en arrière. Comme quelqu'un qui cherche une fuite d'eau dans une canalisation et qui va se dire tiens, j'ai changé le joint à tel endroit, mais ça fuit toujours, c'est sûrement que la fuite est un peu plus loin. Donc on tirait le fil d'Ariane. C'était pas fabuleux, c'était pas forcément des défis extraordinaires pour l'époque, mais ça. Voilà, bon, ça m'a quand même valu d'écrire une série de. Alors, c'était pas un podcast à l'époque, c'était des cours sur disquette qui s'appelait Déplombage mode d'emploi. Ça m'a quand même valu d'en écrire, je sais plus, 40 ou 50 disquettes qui étaient livrées à chaque fois avec une copie d'un original où j'expliquais comment pirater telle ou telle chose. Donc, il y avait quand même une certaine variété. Mais voilà, il y a des choses qui m'ont résisté également. Il y a des choses qui... les pirates s'aidaient très peu entre eux. Je sais no pas honor among thieves. Ouais, les pirates s'aidaient très peu entre eux. Internet n'existait pas encore, on communiquait souvent par Minitel, on habitait chez nos parents. On se voyait à l'Apple Expo une fois par an, mais c'était un petit peu comme des gangs de West Side Story qui se retrouvaient. Mais justement, est-ce qu'il y avait des clubs, est-ce qu'il y avait des serveurs Minitel, des chats de Minitel en particulier, où les déplombeurs d'Apple se retrouvaient? Écoute, il y avait des copy parties qui étaient organisées, auxquelles j'ai jamais assisté. Mais il y avait des copy parties, c'est-à-dire des gens qui récupéraient de la part de pirates des logiciels et qui se donnaient rendez-vous pour aller copier. Donc ils venaient avec leurs 200 disquettes, l'autre venait avec les 200. Tu fouillais un petit peu comme aujourd'hui tes enfants avec les cartes Pokémon, quoi. Ils arrivent et ils disent tiens, est-ce que tu l'as celle-là? Bah non, je l'ai pas. Vas-y, on se l'échange. Mais à l'époque, non. Si. Alors moi, j'ai vu des copy parties au Microtel Club. Hein. Donc, oui, dans les Microtel Club. Oui. Les Microtel Club, donc qui étaient les clubs chez France Télécom à l'époque, bien planqués et bien protégés. Et si. Je sais plus, c'était un soir de la semaine ou une fois par mois, et ça copiait. Oui, c'était chacun venait avec son épaule sous le bras et ça copiait toute la soirée. Ouais. Moi, je l'ai fait quand j'étais au collège, donc j'étais en 4e ou 5e. J'avais mon prof de maths et un pion qui avait un Apple II. Et donc on se réunissait dans les salles de perm pour s'échanger les disquettes sous le regard très jaloux des autres élèves. C'était assez cocasse. Ouais. Donc voilà, moi je connaissais surtout à l'époque des pirates j'admirais certains pirates. Aldo Riset, qui a été un des premiers, il s'appelait Aldo Riset, un des premiers sur Apple II. Numéro 6, qui travaillait pour la DGSE, qui était un mec brillantissime, absolument fabuleux, qui était un adulte. Voilà, moi j'avais 15 ans, lui était un adulte. Il devait avoir 40 ans, quelque chose comme ça. Ou alors des équipes, des gens qui avaient mon âge, mais qui pirataient en équipe. Il y en avait très peu de groupes de pirates. Mais entre autres, il y avait Olivier et Denis, deux Olivier et un Denis, qui s'appelaient ACS, et qui, à Dijon, pirataient ensemble dans leur garage. Et on a passé on connaît le mythe des garages, mais on a passé des semaines fabuleuses à échanger avec ACS dans leur garage. Mais à part
ACS, numéro 6, etc., il y avait très peu d'échanges entre pirates. Il y avait plus des rivalités. Je me rappelle d'un clash, par exemple, avec un certain Mr. Z. C'est toujours d'actualité. Vous arrivez, il n'y avait pas Twitter et vous étiez déjà en train de clasher, c'est incroyable. Ouais, on clashait. Dominique, que j'admire beaucoup, Dominique, donc il s'appelle Dominique, je vais taire son nom de famille, il est suisse, il est actuellement chirurgien cardiaque, d'ailleurs je fais un appel, Dominique, si tu m'entends Dominique, si un jour j'ai un problème cardiaque, je veux que ce soit toi qui m'opère, d'accord? C'est clair, voilà, l'appel est lancé. Mais Dominique, en fait, alors un jour je reçois de Suisse un courrier, avec une disquette. Je la mets dans mon ordinateur, dans mon Apple, et elle affiche une capture d'écran du jeu Karateka, qui a été prise en pleine action. Voilà, une capture d'écran de Karateka, mais un petit peu comme Canal+, l'image est brouillée par de la neige. Sans cesse, l'image se modifie. Il y a une sorte de neige qui pleut qui neige sur cette image. Et il y a un petit mot qui accompagne, signé Mr. Z, qui dit que j'avais à l'époque jamais rencontré, qui me dit: tu n'arriveras jamais à me renvoyer l'image du jeu Karateka telle que je l'ai sauvée sans la neige. Tu arriveras jamais. Et en fait, il avait très astucieusement repris toutes les protections qu'il avait croisées dans plein de logiciels qu'il avait piratés lui-même en Suisse. Il a repris plein de protections et il les a mises sur la disquette qu'il m'a envoyée. Donc il savait que s'il devait lui-même faire le défi qu'il me lançait, j'allais y passer, en tirant le fil d'Ariane depuis le début, il savait que j'allais y passer 2 mois, quoi. C'était carrément, voilà, je mangeais plus pendant 2 mois, voilà. Et je lui ai renvoyé l'image le lendemain. Cachet de la Poste faisant foi. Et ce qui est encore plus génial, c'est que je n'ai jamais eu aucune réaction de sa part après qu'il ait reçu la disquette. Jamais, aucun commentaire. Il ne sait pas comment j'ai fait, donc il faudrait peut-être que je le dise ici. C'est le moment, voilà, dis-lui, explique. Tu veux que je l'explique? Bon. Alors Dominique. Il risque de faire un arrêt cardiaque. Dominique, je vais tout te dire. Alors en fait... je citais tout à l'heure numéro 6. C'est son nom d'après le feuilleton Le Prisonnier cet ami qui travaillait pour la DGSE. Et numéro 6 m'avait reprogrammé une EPROM pour mon Apple II, ce qui me permettait d'interrompre n'importe quel programme sans que l'ordinateur redémarre. Avant, quand tu faisais CTRL-ALT, quand tu voulais arrêter ton ordinateur, reset, ouais. J'avais un doute, tu vois, 35 ans après, j'avais un doute. Quand tu fais CTRL-ALT, reset, eh bien, le PC redémarrait complètement, il rebootait. Et là, non, ça me permettait d'arrêter ce qui veut dire que ce qu'il y avait en mémoire restait en mémoire. Et donc, j'ai juste... c'est tellement bête, 35 ans après, d'expliquer ça, mais j'ai simplement eu l'idée. Je me suis dit, son truc, c'est une usine à gaz. Il a ceinture et bretelles super protégées. Je vais y passer des semaines. Sauf si je sauvegarde une 50aine d'images et que j'ai créé un programme pour comparer les images pixel par pixel. Donc, j'ai juste lancé la disquette, j'ai arrêté avec mon EPROM, j'ai sauvé l'image qui était en mémoire, et j'en ai sauvé 50 en mémoire, la suite les unes des autres, et j'ai écrit un petit logiciel qui me recomposait l'image. Donc, tu as triché quand même. Ah oui, mais tu sais, il n'était pas... Alors attends, je veux bien, mais il n'était pas marqué... non, j'ai pas triché, il n'était pas marqué dans les instructions que je devais pirater lui donner la clé de chaque serrure. Je ne devais pas lui donner la clé de chaque serrure, je devais lui renvoyer l'image. Désolé Dominique, il fallait mieux formuler ta demande. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Non mais c'est beau la simplicité. C'est beau. Enfin, moi j'ai bien aimé Enfin, c'est un très bon souvenir, quoi, d'avoir... C'est surtout qu'il n'a pas su comment j'avais fait. C'est ça qui était sympa. Mais alors, nous non plus, on ne sait pas comment tu as fait finalement, parce que tu as parlé d'arrêter le logiciel, etc. Mais oui. Qu'est-ce que vous utilisiez comme outil à l'époque? Est-ce qu'il y avait besoin de se connecter en port série sur la machine pour attacher un débugger? Est-ce que c'était complètement statique, donc tu dumpais les je sais pas combien, 720K
d'assembleur 6502 dans un fichier de texte et tu scrollais dedans? Est-ce que tu avais... J'ai un peu honte de mon incapacité à utiliser les bons termes techniques, mais c'est pas grave. Parce qu'à l'époque, c'était... Voilà, encore une fois, on apprenait tout sur le tas, si tu veux. Donc, voilà, si tu me... un chanteur... Sans mauvais jeu de mots, hein. Ouais. Sans mauvais jeu de mots, le tas, ouais. Un musicien qui a appris la guitare sur le tas, si tu lui dis mais alors quelle clé vous utilisiez, fa ou sol ou machin, il va dire je sais pas, moi j'ai juste regardé un copain jouer de la guitare. Mais donc j'avais une EPROM qui me permettait d'interrompre les programmes en gardant toute la mémoire, donc je faisais CTRL-ALT-RESET, ma machine s'arrêtait et je savais que l'image qui apparaît à l'écran c'était de telle à telle adresse dans l'ordinateur, dans la mémoire de l'ordinateur. Donc je n'avais pas de clé externe ou de moyen de sauvegarder ça. J'ai juste fait une copie j'avais accès à la mémoire de l'ordinateur. Donc j'ai copié cette zone qui correspondait à l'image numéro 1, qui était brouillée d'une certaine manière. Mais il y avait, si tu veux, le principe c'est que la neige qui tombait sur cette image ne brouillait pas plus qu'un tiers de l'image. Sur cet exemple précis, j'ai bien compris que tu pouvais enlever les flocons en superposant les images et en retrouvant les pixels qui n'étaient pas blancs. Oui. Mais tu vois, la question, c'est par exemple comment tu fais pour dumper la mémoire, sachant que les systèmes d'exploitation de l'époque n'avaient pas de notion de multithreading ou de choses comme ça. Enfin, moi, j'ai fait des programmes... Peut-être... Oui, c'était en fait profondément monotâche, ce qui fait que quand tu interrompais le programme en cours, tu tombais directement sur l'assembleur de l'OS en fait. Tu avais un prompt qui te disait, c'était un supérieur je crois, et à partir de là tu pouvais lancer tes propres instructions en assembleur pour aller récupérer tel segment de mémoire, et le dumper sur ton disque, et je pense que c'est comme ça que tu faisais. Et on savait très bien, on connaissait tous les adresses du clavier, du disque, de l'écran, l'époque PIC et tout ce qui va bien en basique là. Et donc c'était assez simple de récupérer alors c'était tout petit les images, hein, parce que c'était des résolutions de 240 pixels sur 160 ou quelque chose comme ça, donc c'était ridicule, et de récupérer ces quelques kilos et de les swapper sur le disque en fait. D'accord, donc il y avait une sorte de moniteur d'interruption hardware qui se déclenchait sur une certaine combinaison de touches, et à partir de là, tu reprenais la main. L'operating system, c'était de l'AppleSoft, donc c'était du basique qui tournait directement en natif, c'était l'OS, donc c'était que du scripting en fait, hein, et en dessous c'était l'assembleur, donc tu pouvais très rapidement sortir du basique et venir sur l'assembleur. En fait, c'était directement avec l'OS en fait. Ouais, tu n'avais pas en fait de distinction entre le programme et l'OS. En fait, l'OS était un programme qui tournait et sur lequel tu écrivais tes instructions pour en exécuter d'autres. Ouais, j'ai fait du MS-DOS et effectivement que tu avais des memory trainers. Alors je sais pas si ça existait sur Apple II, les trucs qui te rendent invincible en empêchant un certain adresse mémoire de diminuer. Non, pour moi, il n'y avait pas ça sur Apple II. C'était des programmes Terminate and Stay Resident. Donc, mais non, mais tu appuies sur une touche. On est en 6502, on est avant le Z80, donc c'était vraiment... Non, mais en 80-86 ou en 80-88 à 4 MHz 77 sur un IBM PC XT, je t'assure que t'es pas loin du 6502. Quand tu lances un programme MS-DOS, il n'y a plus de système d'exploitation. C'est le programme qui prend 100% du CPU. Ce qu'on faisait par contre, comme disait Jean-Philippe tout à l'heure, c'est qu'on allait sur la disquette et on écrivait directement à telle adresse FF à la place de 06 et du coup on avait 256 vies sur le jeu. Donc ça c'était un truc assez classique et qui nous amusait bien, et on trouvait ces astuces dans des revues papier qu'il y avait à l'époque, parce qu'encore une fois Internet n'existait pas. On était tout content quand on trouvait une astuce de ce genre-là. La Bible d'époque. Et alors moi j'avais une question, Jean-Philippe, ça m'intrigue vraiment. Moi j'habitais à Marseille, toi tu étais sur Paris à cet âge-là. Comment les disquettes venaient de Paris jusqu'à Marseille ou de Paris jusqu'à Dijon, par la poste, sachant qu'à l'époque, j'aurais bien aimé savoir le temps que ça mettait, tu vois. Tu peux imaginer très graphiquement la propagation de ces disquettes unitaires, là, comme ça. Alors, je me demandais si ça prenait... Tu parlais de l'exemple du lundi matin. Est-ce que les disquettes arrivaient à Marseille le mercredi, où il fallait attendre 1 an, 6 mois, pour que nous, on ait les nouveautés, quoi? Écoute, je ne sais pas. Moi, j'ai une réponse, au Microtel Club d'ici les Moulineaux. Mais toute la France venait au Microtel Club... Et les gens repartaient dans leur province avec plein de programmes copiés.
et ensuite les refilaient dans leur région. Moi, je commandais des disquettes chez DP Tool Club dans le nord de la France et ça arrivait sous 2-3 jours. Tu avais un catalogue papier de tous les logiciels existants à un instant donné. Alors, c'était du légal, hein, mais tu commandais Doom ou Exen et tu recevais les disquettes par la poste en 3 jours. Quoi. Ah ouais, et puis, oui, non, je crois que ça se diffusait assez rapidement. Il y avait aussi un autre phénomène marrant, c'est que tu avais des gens qui, il y avait des gens qui changeaient le nom du pirate en faisant des copies. C'était piraté par Godfather, ils changeaient, piraté par Bidule, et ils le diffusaient fièrement, voilà, ils étaient contents. Et puis il y avait des gens qui revendaient des logiciels aussi, je pense, qui revendaient des disquettes. Voilà, bon, moi j'étais dans mon truc. Alors, il y a des gens qui revendaient des disquettes vierges. Voilà. Ah, je sais pas, ouais. Ah bah si, c'était un bon business. À partir du moment où toi, tu avais des super prix sur les disquettes vierges, il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin d'acheter beaucoup de disquettes dans les Microtel Club de copies. Donc nécessairement, il y avait besoin de disquettes à un prix qui n'était pas celui de la FNAC. Alors, je reviens sur ma question sur les outils. Donc, vous avez mentionné de pouvoir, par exemple, éditer une sauvegarde sur une disquette. Ce que j'ai fait aussi, mais moi, j'ai utilisé pas Turbo Debugger, mais l'autre truc de Borland, là, je ne sais plus comment il s'appelait. Il y avait aussi un outil de Norton. Mais en gros, est-ce que vous aviez des éditeurs hexadécimaux en 1982 ? Est-ce que vous pouviez éditer une disquette secteur par secteur dans une interface pseudographique ? C'était ça notre outil de travail, l'outil de travail principal. On éditait secteur par secteur nos disquettes, absolument. Et pour la partie, justement, protection matérielle, est-ce que vous aviez besoin de hardware spécialisé ou pas ? Par exemple, est-ce qu'il était nécessaire d'aller démonter un lecteur de disquette pour aller changer un condensateur ou reflasher un firmware pour... Parce que s'il y avait des systèmes qui étaient... que si on pouvait écrire la disquette en usine avec un certain système, mais qu'après, avec le lecteur intégré dans l'Apple, on ne pouvait pas réécrire le même type de secteur ? Non, en général, on faisait une ablation. On enlevait le secteur dans un système, comme tu l'expliques, un système où tu as une disquette où un secteur a été magnétisé de telle ou telle manière ou écrit de telle ou telle manière, tu avais à un moment donné un bout de ton logiciel qui venait chercher cette anomalie. Donc un vérificateur d'anomalie. Y a-t-il bien dans la piste machin truc sur tel secteur telle erreur, une erreur de lecture par exemple. Une protection de base, c'est tu démagnétises un endroit précis où tu le formates différemment et tu cherches à le lire normalement et tu vois que tu n'arrives pas à le lire. Donc il cherchait une erreur de lecture. Or quand tu faisais une copie de ce logiciel, avec un logiciel de copie, il ne reproduisait pas l'erreur de formatage du secteur en question. Donc le logiciel, ensuite quand tu le bootais, allait chercher cette erreur de lecture, ne la trouvait pas et donc disait je n'ai pas trouvé l'erreur de lecture, donc ça n'est pas un original, donc je plante. Et nous on venait faire une ablation de ce code informatique qui on enlevait on ne pouvait pas ne pouvant pas reproduire l'erreur magnétique du secteur 48, eh bien on cherchait à enlever le petit bout de code qui allait vérifier et généralement il n'était pas super bien caché. Il y avait un truc quand même de mémoire, il fallait trouilloter les disquettes pour qu'elles soient en read-write. C'est-à-dire que par défaut, tu ne pouvais pas écrire sur les disquettes et on venait avec les trouilloteuses pour faire des trous dans le papier. Oui. Sur le côté, on fait un petit trou. Oui, puis il y avait aussi pour les utiliser en double face, mais c'était après ça. C'est ça, pour les utiliser en double face. Et ensuite, il fallait modifier les lecteurs de disquettes quand même pour qu'ils soient capables de lire avec le trou et sans le trou. Et moi, j'ai toujours connu les lecteurs de disquettes avec des interrupteurs faits maison où en fait les personnes avaient modifié les LED. C'était 3 fois rien à faire. Il fallait virer une résistance et la remplacer par un interrupteur pour arriver à faire ça. Donc, enfin, voilà, c'était de la chirurgie. Ça me fait penser au docteur Bernard. Je vous ai parlé du docteur Bernard à Pithiviers, non ? Alors, c'est un gars qui me contacte, il est médecin à Pithiviers, il s'appelle le docteur Bernard. Et c'est marrant parce qu'avant d'enregistrer ce podcast avec vous, je suis allé chercher et il y a toujours un docteur Bernard à Pithiviers. Donc, promis, demain, je lui donne un coup de fil. Quelqu'un me contacte donc le docteur Bernard me contacte sur Minitel et me dit « Bonjour, je suis médecin à Pithiviers et j'aimerais avoir des cours de piratage. »
Je dis, ah bon, oui, des cours de piratage, parce qu'entre deux patients, j'ai envie de comprendre comment on pirate un logiciel sur Apple, expliquez-moi. Est-ce que vous pouvez me donner des cours particuliers? Et donc, en 85, 86, j'avais 16 ans, quelqu'un frappe à ma porte, mes parents ouvrent, et un mec avec une mallette de docteur dit, bonjour, je suis le docteur Bernard, je viens voir monsieur Cugnier. Et là, ma mère arrive et elle appelle mon père en disant, chérie, viens voir, il y a le docteur Bernard. Ah mais qui êtes-vous, docteur? Pourquoi vous venez? Je suis monsieur Cugnier, dit mon père. Et moi, je sors de ma chambre et je dis, non, laissez, c'est pour moi, venez dans ma chambre, docteur. Et on ferme la porte de ma chambre. Donc déjà, c'est un peu un peu spécial. Je dis, c'est bon, tout va bien, et je ferme la porte de ma chambre. Et donc, on passe 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures à lui faire un cours de piratage. Vous voulez qu'on commence par quoi? Je lui montre des trucs. Et moi, je trouvais ça intéressant, quoi. Enfin, l'idée d'enseigner me plaisait bien. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis formateur, donc ça me reste. Et puis, quelques heures après, donc il a appris des trucs, il est content, on convient qu'on va se revoir, et il me demande ce qu'il me doit. Il me demande s'il doit me payer, je ne sais pas trop quoi lui répondre, et grosso modo, il décide lui-même de me payer. À l'époque, j'avais pas une grande notion de l'argent à 15-16 ans, et il décide de me payer au prix d'une consultation médicale. Donc, grosso modo, on avait passé 4 heures ensemble, donc je crois que c'était beaucoup d'argent qu'il me donnait quand même. Enfin, ça m'a un peu impressionné. Et puis on ouvre la porte de la chambre, il sort, et le médecin range sa mallette, sort de l'argent et me donne de l'argent. Et là, mes parents voient que ce monsieur qui est venu rentrer dans ma chambre me donne de l'argent. Enfin, c'est complètement surréaliste. Alors qu'en fait, alors que je venais juste lui donner un cours. Et en fait, ça m'a inspiré. Je me suis dit, mais si ça plaît à une personne, donc je me suis fait payer pour ça. Et je me suis dit, tiens, d'ailleurs, je me rappelle que mes parents m'ont demandé à cette époque-là, voulaient augmenter mon argent de poche, et je leur ai dit, non, c'est pas la peine, ça va. J'ai pas besoin que vous augmentiez mon argent de poche. Vous voulez quoi? Vous voulez passer de 5 francs à 6 francs? Non, c'est bon, ça, gardez-le. C'était assez marrant, l'esprit un peu rebelle. Mais ça m'a donné envie de développer un cours de piratage qui s'est appelé, à l'époque on disait donc déplombage pour le piratage, qui s'est appelé déplombage mode d'emploi, qui était en fait une disquette où on copiait à l'identique avec les protections techniques des originaux. Et j'écrivais tout un cours sur comment pirater ce truc-là. En fait, ce que je préparais sérieusement, les cours que je préparais sérieusement pour mon élève particulier, le docteur Bernard, ont donné lieu à une 50aine de disquettes qui ont permis de démocratiser un peu le piratage à l'époque, quoi. Il n'y avait pas de magazine, il n'y avait pas d'article de blog, il n'y avait pas de podcast pour apprendre à pirater, et donc j'ai lancé Déplombage mode d'emploi, et ensuite Bidouillage mode d'emploi, et ensuite Doc on the Rocks, donc un certain nombre de productions qui seraient aujourd'hui des podcasts ou des tutos YouTube sur le piratage, et à l'époque c'était sympa, c'était nouveau. Et alors je reviens toujours sur les histoires d'outils, mais comment tu as appris l'assembleur 6502? Parce que pendant longtemps, on a pu commander les manuels Intel et les envoyer gratuitement à domicile, mais j'imagine qu'à l'époque, c'était pas simple. Est-ce que tu as réussi à te procurer le manuel et tu l'as fait photocopier dans une bibliothèque ou dans une école? Oui, je l'ai toujours. Oui, j'ai le manuel de l'époque, du 6502. En fait, il y avait 3 choses. Il y avait ceux qui savaient programmer complètement, il y a basique et assembleur. Bon, basique, tout le monde savait programmer en basique, assembleur, pas tout le monde. Donc, il y a ceux qui savaient programmer en assembleur, il y a ceux qui savaient comprendre suffisamment l'assembleur pour aller chercher le moyen de modifier un paramètre dans un jeu, par exemple, modifier le nombre de vies au Pac-Man. Et là, il n'y avait pas besoin de savoir comment on programmait. Il y avait juste besoin de savoir à peu près comment on chargeait une variable avec une valeur. Voilà, à 903, tu avais un jeu où il y avait 3 vies. Tu lançais un logiciel pour scruter tous les secteurs en hexa de ton disque pour chercher dans quel secteur il y avait A903, c'est-à-dire la variable égale charger la valeur 3 et la mettre dans la variable machin. Tu cherchais A903 et tu mettais A904 et tu redémarrais ta copie et tu voyais si ton nombre de vies était passé de 3 à 4. Donc tu avais ceux qui testaient des choses
et qui ne savaient pas développer, tu as ceux qui savaient développer, tu as ceux qui savaient... certains piratages, certains déplombages se faisaient juste en modifiant quelques valeurs et de manière assez simple, ou alors se faisaient parce que cette protection avait déjà été utilisée dans tel et tel logiciel et avait éventuellement été expliquée dans Déplombage mode d'emploi à l'époque, ou voilà, ou alors le pirate qui l'avait déjà piraté une fois, donc on dit ah bah tiens, ça c'est comme tel logiciel, on va refaire la même chose. Donc et puis il y avait ceux qui savaient programmer, pirater des protections originales et nouvelles et complexes de type Brotherboot ou Electronic Arts. Et puis, il y avait ceux qui savaient, comme Mr. Z d'ailleurs, hommage à Mr. Z, qui savaient pirater et reprogrammer les protections pour protéger de nouveaux logiciels. Ou comme ACS, Olivier et Denis, qui savaient développer des logiciels fabuleux. En quelques semaines, ils ont développé Arkanoid ou certains logiciels d'arcade qui leur plaisaient bien sur Atari, ils les ont fait sur Apple, etc. Donc, il y avait différents niveaux, un peu comme les étoiles au ski, niveau 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 étoiles, chamois et compagnie. Là, tu avais différents pirates qui... Tu savais évaluer le niveau des autres. Quand un pirate rencontrait un pirate, il discutait 10 minutes et il savait qu'il avait en face de lui. Et pour répondre à ta question, Nicolas, les Apple II de mémoire étaient vendus avec des docks techniques super bien faites, notamment les petits livres verts en spirale et marron, là, dont un manuel d'assembleur et un poster avec tout le schéma de la carte mère. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était vraiment des produits pour des gros geeks et des techos, hein, et en fait, ils n'avaient pas peur de donner des infos techniques. Hein. Donc, si tu avais du courage, alors c'était en anglais, mais tu avais le manuel de l'AppleSoft, le manuel de l'assembleur 6502 et tout le manuel sur l'électronique, en fait, comment était fait ta machine. Oui, moi-même, j'avais le manuel IBM DOS avec le classeur, avec un feuillet par commande MS-DOS qui se trouvait dedans, mais il n'y avait quand même pas le plan du PC. Il fallait acheter la Bible du PC pour ça, si on voulait vraiment savoir comment ça marchait. Et puis, c'était Steve Wozniak qui a développé ça, donc c'était un truc bien fait. C'était du beau code. Ok, Jean-Philippe, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Moi, pour conclure, j'aimerais bien avoir ton point de vue sur ce que c'est devenu après, parce que ça fait quand même 40 ans. Quel regard tu portes sur le passé du futur ? Écoute, moi, j'ai vraiment laissé tomber pour reprendre enfin mes études sérieusement. Après ces épisodes-là, parce que mes notes avaient baissé drastiquement à l'école. Mais ensuite, il y a eu une flopée de nouveaux ordinateurs qui sont arrivés. Il y a eu l'Apple IIgs dans la scène Apple. Il y a eu Atari. Enfin, il y a eu des choses... Et il fallait choisir son camp. Donc, ça a provoqué... Quand je dis choisir son camp, c'est que tous les gens qui avaient un Apple, toute la communauté qu'on pouvait connaître et tous nos amis, pour certains, sont partis sur Apple IIgs, pour d'autres sur Atari, pour d'autres sur telle ou telle machine, et sur Amiga. Et donc, on a tous les réseaux qui étaient en place ont un peu explosé avec l'arrivée de ces nouvelles machines, se sont divisés entre chaque machine. Ce que je sais 40 ans après, c'est que ça m'a appris énormément de choses dans la vie. Je cherche à comprendre. Je parle pas de moi, mais je pense que tous les pirates ont toujours cherché à comprendre le monde qui était autour d'eux. Je suis allé étudier ensuite à San Francisco une année. Je me suis intéressé aux black box pour pouvoir pirater les téléphones. J'ai eu des camions de pompiers. Alors à l'époque, c'était les pompiers qui écoutaient les piratages téléphoniques. Mais un camion de pompiers qui est venu à côté de moi dans la rue avec des écouteurs, et je crois qu'ils essayaient de capter ce que je disais dans la cabine. Enfin bon, et je suis parti en courant. Enfin, donc ça m'a aidé à décortiquer les choses. Si aujourd'hui, j'arrive à expliquer de manière claire à des dirigeants ce qu'ils peuvent faire avec des nouveaux super pouvoirs comme la data, la blockchain, l'IA, et que j'arrive à l'expliquer de manière simple, c'est parce que j'ai appris à décortiquer moi-même vis par vis, boulon par boulon, les mécanismes techniques que j'avais, et que c'était encore simple à cette époque-là. Il y avait une certaine simplicité, ensuite ça s'est vraiment complexifié. Mais ouais, c'était
voilà, que je citais tout à l'heure Jean-Claude Bourret. Bon ben voilà, j'ai appris à vulgariser, à faire comprendre les choses comme Jean-Claude Bourret, à expliquer les trucs et astuces comme Gérard Majax et à prendre des risques comme Indiana Jones, quoi. C'était tout ça pour avoir des super pouvoirs comme les super-héros de Stan Lee. C'est un peu ça. C'était à l'époque, mon père bossait dans le show business et je connaissais Gérard Majax, et ce côté dévoiler les trucs, c'était... Pardon, je suis bavard et je réponds pas du tout à ta question, mais c'était passionnant. Il m'est resté plein de choses de cette... je suis complètement largué, maintenant. Il faut pourquoi je suis pas passé sur Amiga et Atari? Parce qu'il faut réapprendre tout. Fallait réapprendre tout. Et j'avais pas envie de faire l'effort de tout réapprendre. Mais les modes de réflexion... Tu vois, par exemple, là, j'apprends que on arrive à repérer le mouvement des troupes de soldats russes en Ukraine parce que les mecs, ils sont cons, ils ont de la testostérone et ils s'inscrivent sur Tinder pour choper des Ukrainiennes. Bon. Et donc, à partir des data Tinder, on arrive à reconstituer sur une carte si tel ou tel soldat se déplace ou ne se déplace pas. Et donc, à savoir si son bataillon se déplace. Donc, ce genre d'utilisation de la data à des fins ce qu'on appelle la data alternative. Si tu veux, une data Tinder n'est pas faite pour faire à des fins militaires. Mais l'époque du piratage m'a laissé tous ces raccourcis en tête. De dire, puisqu'un satellite arrive à voir le nombre de voitures qu'il y a sur un parking Walmart ou un parking Carrefour, on doit donc pouvoir prédire le cours de bourse de Carrefour à l'avance. Pirate un jour, pirate toujours. Ouais, c'est ça, exactement. Pirate un jour, pirate toujours. Bon, Jean-Philippe, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment de vie avec nous. Merci. Merci Pierre, merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.